ça commence, je vois ça en weekly, c'est ça? Non, mensuel. C'est ça. Là, c'est en mensuel. Ok, alors qu'est-ce que Bah, tu en nous dis? gros, après, je l'avais un peu cité. Donc, en mensuel, on est en phase 1. On Ouais, va dire qu'on est au milieu de la phase 1. ouais, Après, je descends en weekly. Donc, en weekly, la semaine précédente, on peut voir, voilà, il y avait une avalanche weekly. Donc, moi, dans l'idée, j'avais surtout mon biais baissier par rapport à l'avalanche weekly. ok. Mon biais haussier, autant pour moi. En plus sur un niveau de support. Voilà, en plus. Ok. Ensuite, donc en journalier, on voit que, ouais, c'est juste en dessous, on voit qu'on est en début de tendance journalier parce que le dernier plus haut a été cassé à la hausse, Ouais, c'est ça. Et donc là, en gros, le petit carré gris qu'on voit, c'est une accumulation H4 que tu peux voir juste en dessous. ok, super. Et donc, bah, mon analyse, c'est vu que je suis sur un biais aussi, tout simplement, je prends du, en plus, bah, la phase 1 H4, je la prends à la hausse, tout Super. simplement. Alors tu mets un high-low court, pas si court que ça. T'as fait quelques petits tests justement de passer de 5 à Bah, 2. après, moi, c'est juste le high-low, ouais, je suis pas très très à l'aise dessus. En fait, je vois pas vraiment. Parce que Ok, c'était un peu par enfin, la prod par défaut. 5, 8, 10, 20. ok, C'était ok. un peu ça. Je t'explique un peu les paramètres, ça servira aussi à Rémi et à Jean-Claude. Ok, bah super. Donc le high-low c'est un indicateur qui est tout sauf compliqué. Il se base sur une théorie qui est assez logique. Bon, alors, je vous montre sur un mouvement. Donc là, vous voyez ce mouvement 30 minutes, il a plusieurs en fait caractéristiques. Il y a un sens, donc le sens il est donné par les moyennes mobiles avec l'indicateur halo, donc la baisse, et il a une volatilité. La volatilité en fait c'est la distance entre le plus bas et le plus haut de chaque bougie. Donc en gros, l'indicateur halo utilise l'ATR qui est un indicateur qui calcule le range, donc c'est-à-dire la distance entre un point haut et un point bas sur, sur une bougie. Et ensuite le principe est simple. On va faire la moyenne de la taille de ces bougies. Et on va tout simplement dire que, bah, à un instant donné, c'est-à-dire maintenant, là de suite, si par rapport au plus haut, on ajoute la valeur moyenne des autres bougies, donc on obtiendrait par exemple cette case-là, et par rapport au plus bas, on soustrait la valeur moyenne pardon, de ces bougies, on obtiendrait deux niveaux. On obtiendrait ce niveau-là et ce niveau-là. Et en fait, ça signifie que pour que l'un de ces deux niveaux soit touché, il faudrait que la bougie suivante dépasse concrètement la taille de la moyenne des bougies. Ok, ce qui est assez logique. Donc, ce qui signifie qu'en fait, il faudrait que le mouvement change drastiquement. Parce qu'il faudrait que il faudrait qu'on ait une bougie qui dépasse la taille moyenne des autres bougies. Alors, du coup, en fait, l'indicateur halo met un point au-dessus de chaque plus haut, enfin, auquel on ajoute du coup la valeur moyenne de la Terre, et du coup, ça fait un truc comme ça. Donc forcément, plus le mouvement est violent, donc plus la Terre est grand, et plus les points sont éloignés des plus bas. Et on a la même chose, bien sûr, par rapport au plus bas, pardon, j'ai dit plus haut. Ensuite, quand on a un mouvement qui est baissier, c'est-à-dire qu'il est en dessous des moyennes mobiles 8, puisque là ton indicateur est paramétré à 8, dans ce cas-là, on n'affiche que la valeur supérieure, donc le high-low, il est affiché comme ça. Si par contre on est au-dessus des moyennes mobiles 8, eh ben, on indique que la valeur du high-low inférieure. Alors je dis les moyennes mobiles parce qu'en fait il y a deux moyennes mobiles. Il y a une moyenne mobile qui est basée sur le high et une moyenne mobile qui est basée sur le low. Donc du coup en fait c'est un canal de moyenne mobile qui permet de filtrer un peu plus les tendances. Et enfin des fois le high-low il a une forme plate puisqu'en fait il y a dans le code de l'indicateur on dit que si on est toujours en tendance baissière mais que le high-low devrait être plus haut que le précédent, en fait on le laisse plat. Donc du coup lorsqu'on a des consolidations, ou lorsqu'on a des petites hausses du marché, bah en fait le high-low lui va rester plat. Donc c'est ça qui fait que, comme on le voit ici sur ton image, regarde là, le high-low ici Ouais, il est baissier, et là il est plat. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en mode tendance baissière, mais bah, on est, bah, on est en tendance baissière, pardon, mais le high-low aurait dû remonter. Donc en fait là il est plat. Alors 5, ça veut dire que on va regarder, on va déjà le moyenner sur 5 périodes, et puis surtout on va regarder la moyenne des 5 dernières bougies. Donc c'est-à-dire que c'est un ATR assez élevé et donc un high-low qui est assez éloigné. Donc moi ce que je préconiserais c'est que tu le mettes à 2, donc il suivrait beaucoup plus en fait le cours, puisqu'il regarderait en fait la volatilité sur les deux dernières bougies moyennées deux fois. 8 c'est bien, tu peux mettre 10 si tu veux tester. Et pour la longue, bah 15 ou 20 c'est pas mal aussi. Donc voilà, et donc là tu as deux high-low, donc c'est les deux trailing stops tout simplement.
Donc Ok, voilà. d'accord. Pourcentage de risque 0,1, ça fait pas beaucoup, ça fait 0,1%. 0,1 sur 50 000. C'est Ok, ok, pour ça. ça marche. Ok, 80%. Alors, est-ce que toi tu jugeais qu'on était plutôt au début ou au milieu d'un mouvement? Parce que si j'ai bien compris ton analyse, on est plutôt au début d'un mouvement. C'est ça. Après, oui, c'est vrai que les 80%, non, c'est surtout, bah, après ce que tu nous as appris, moi, c'est surtout, bah, dès qu'on voit un ralentissement, même si, ouais, c'est vrai que c'est un peu paradoxal, mais de bah, sortir, on va dire, la grosse partie, puis après laisser Bien sûr. le latent. Alors, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, quand tu penses que tu es au début d'un mouvement comme ça, au lieu de Ouais, mettre 80, qui est quand même une grosse somme, tu peux mettre minimum 60, un petit 70%, tu vois. Tu peux faire deux tiers, donc 66%, et après, il te reste du coup un tiers à partager en deux, et soit tu le gères manuellement, soit tu le laisses gérer du coup par le robot. ok. Mais oubliez pas, la semaine dernière, je vous ai dit que c'est une bonne idée également si vous laissiez le robot des fois gérer un peu les trades, les entrées, pardon, et que vous, derrière, ensuite, vous désactiviez le robot et que vous le gériez, les latents, manuellement. Parce que bah, un cerveau humain est toujours plus intelligent qu'un robot, quoi. Ok, alors il a sorti comment alors, Bah, du coup, après, c'est pour ça, moi, j'avais des petites interrogations sur ça. ok. Alors, ça c'est marrant ça. Impatient de pouvoir clôturer partiellement. Avec la nouvelle version, car j'atteins ma zone de profit de marché, j'aurai fait un 75% quand la mouvement devient. Non, attends, alors tu vois, ça tu peux le faire manuellement, donc fais-le manuellement. Bah, c'est pour Euh, savoir comment je peux faire manuellement. alors, bah, c'est tout quoi en fait. Ton compte, c'est un compte MT4. Donc Ouais, tu vas sur ton compte MT4 et tu le fais manuellement. Donc tu fais clic droit sur l'ordre et tu fais modifier. Attention à ne pas faire fermer. Tu fais ah, modifier. ok. Ensuite, t'as un champ, un menu déroulant. Et alors je me rappelle plus les noms exacts, mais t'as modifié l'ordre ou exécution immédiate. Tu vas sur exécution immédiate et ensuite il te propose de modifier le volume. Donc tu modifies le volume. Donc si t'avais, pardon, 0,10 lots, bah tu rentres Ouais, donc je fais 0,7 ou 0,7 quoi. 0,8. Ok, ça Enfin marche. 0,08, pardon, 0,08. Et tu cliques sur fermer. Ok, parce qu'en fait j'avais fait un test comme ça sur MT4 en prenant un trade au hasard et après pour voir comment je pouvais le fermer et ça me fermait intégralement. Mais Ok, j'avais ok. peut-être pas vu le modifier alors. C'est ça. Et Alors, il y avait Guillaume qui m'avait qui m'avait laissé un petit. il y a moi qui dit pour modifier ton stop loss manuellement, il faut dans un premier temps désactiver, donc ça c'est vrai. À gauche, tu cliques sur suivante et tu mets désactiver. Ensuite, tu modifies le stop loss de la MT4. Ouais, c'est ça. Il est sympa, Guillaume. Ouais, ouais. Ok. Et alors, du coup, t'as rien fait et il a clôturé le trade ici. C'est ça. Du coup, ouais. Du coup, il a clôturé le trade donc ouais, bah sur la deuxième accumulation H4. Il a clôturé le trade intégralement. C'est ça, en deux fois, mais intégralement, parce qu'en même temps, ça touchait, je pense, bah, les deux Halo, dans tous les cas. Ouais, c'est fort probable. Ouais, les deux halos sont assez. Mais Bah, c'est si, parce qu'en fait, les deux halos que tu utilises sont assez proches. Euh, ouais. D'où l'idée, comme a dit Guillaume, gère-en une partie. Franchement, il faut, en fait, oublie pas que c'est le meilleur des deux mondes, entre guillemets, le DM Trader. Donc, tu as l'analyse qui est manuelle, tu as la prise de trade qui est automatique, tu as une première partie de la gestion qui est automatique. Par contre, quand tu peux reprendre la main, bah fonce. Ok. Ouais, non, mais ok. Bah, comme ça, je saurai. Et donc, après, pour changer alors le stop, c'est par MT4 aussi? Tu peux faire sur MT4, plus tard, tu pourras le faire sur Jarvis, mais tu peux le faire sur MT4, effectivement. Ou même, vu que c'est FXM MetaTrader 4, l'avantage de FXM, c'est qu'ils utilisent le même login de connexion pour se connecter à leur plateforme à eux. C'est-à-dire que tu peux te connecter également sur la version web comment ça s'appelle, de FXM, et tu pourras retrouver ton trade sur la plateforme web d'FXM, mais tu peux également télécharger la plateforme tout court d'FXM. Donc tu as toute cette possibilité en fait. Ok, d'accord. Bon, bah, ça marche. Bon, bah, comme ça, ça sera bon pour les prochains, alors. Super.